Au cœur d'un hôpital modeste de Dakar, l'odeur du désinfectant se mêle à celle du lait chaud et de l'encens que les familles apportent pour apaiser l'attente. Aïcha, une jeune infirmière dévouée, travaille jour et nuit dans le service de maternité. Ce jour-là, deux destins se croisent dans le silence d'une salle d'accouchement. Fatou, une jeune mère issue d'un quartier pauvre, met au monde un bébé sans vie, tandis qu'à quelques mètres de là, une autre femme décède en donnant naissance à un garçon en parfaite santé. Face au drame et à la douleur, Aïcha prend une décision bouleversante, confier le bébé survivant à Fatou pour lui éviter une vie sans enfant. Sans se douter que ce choix va changer à jamais le destin de plusieurs vies. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Likez pour soutenir notre travail. Partagez avec vos proches, car cette histoire peut résonner dans beaucoup de cœurs. Et surtout, regardez jusqu'à la fin. Chaque minute compte pour comprendre la force de ce récit. Merci pour votre soutien, vous êtes la famille. L'hôpital de Grand Yoff, bien que modeste, ne dormait jamais. Les couloirs s'éveillaient au rythme des pas pressés, des soupirs étouffés, des cris de douleur et des pleurs de nouveau-nés. Sous les néons vacillants, Aïcha marchait d'un pas rapide mais mesuré, son badge d'infirmière cliquetant contre sa poitrine. Elle avait l'habitude des nuits longues, de la fatigue qui colle aux os, des vies qu'on perd et de celles qu'on arrache à la mort de justesse. Ce soir-là, Dakar semblait plus silencieuse que d'habitude. Il faisait lourd, l'air chargé d'humidité, comme si la pluie retenait son souffle. Aïcha le sentait. Quelque chose allait se passer. Dans la salle d'accouchement numéro 2, Fatou souffrait en silence. Très jeune, à peine 17 ans, elle tenait le lit d'accouchement comme si elle voulait s'y agripper pour ne pas sombrer. Abandonnée par le père de l'enfant, rejetée par sa famille, elle était arrivée à l'hôpital seule, avec un sac plastique en guise de valise et une photo pliée d'un bébé souriant qu'elle avait trouvé dans une revue. Aïcha l'avait accueillie avec douceur. Elle avait l'habitude des filles comme elle, trop jeunes, trop seules, mais courageuses. Elle lui avait parlé calmement, comme lui avait tenu la main pendant les contractions et essuyé son front pendant qu'elle poussait. Mais après les dernières contractions, le silence. Pas de cris, pas de souffle. Le bébé était né sans vie. Fatou n'avait pas tout de suite compris. Elle avait tendu les bras, réclamant son enfant d'une voix faible. Aïcha avait hésité. Les mots restaient bloqués dans sa gorge. Comment lui dire? Comment annoncer à une mère, dans ce moment censé être le plus beau de sa vie, que la vie venait de lui tourner le dos? Fatou, ton bébé, il était très faible. Il n'a pas survécu. Un cri. Brut, animal. Puis, plus rien. Fatou s'était recroquevillée, muette, fixant le plafond comme si elle cherchait à s'y accrocher pour ne pas tomber. Aïcha avait vu cette scène des dizaines de fois, mais cette fois, quelque chose la brisait de l'intérieur. Un appel en urgence la tira de ses pensées. Une femme, venue en taxi depuis Pikine, venait d'accoucher en route. Elle était en train de mourir d'une hémorragie. Aïcha courut jusqu'à la salle d'urgence. Trop tard. La femme avait rendu l'âme, laissant derrière elle un petit garçon, vivant, pleurant à plein poumon dans les bras d'une aide-soignante. Aïcha regarda l'enfant. Si petit, si seul, aucune famille n'était avec la mère. Pas de mari, pas de papier, pas même un nom. Le bébé n'était qu'un numéro sur un bracelet. Elle pensa à Fatou. 2 femmes, 2 enfants, un vivant, une morte, une vivante, un mort. Et dans l'étrange silence de cette nuit entre 2 battements de cœur, une pensée folle traversa l'esprit d'Aïcha. Un murmure, une question impossible. Et si ce bébé devenait le sien? Non, ce n'était pas une décision médicale, ce n'était pas professionnel, ce n'était même pas légal, mais c'était humain. Elle retourna auprès de Fatou, le bébé dans les bras. Fatou, les yeux cernés, brisés, releva doucement la tête. Il a survécu, ton fils a respiré, il est là. Fatou le prit dans ses bras sans comprendre. Et dans ce regard d'une mère perdue, Aïcha vit la lumière revenir. Un espoir, une paix fragile. Mais Aïcha, elle, sentit une faille s'ouvrir dans sa poitrine. Elle venait de changer une vie, peut-être de sauver une âme ou d'en condamner d'autres. Dehors, la pluie commença à tomber. Une semaine s'était écoulée depuis cette nuit qui avait bouleversé l'âme d'Aïcha. Le bébé, que Fatou avait prénommé Malik, grandissait en bonne santé, nourri au sein de cette jeune mère qui l'aimait déjà d'un amour féroce. Dans les couloirs de l'hôpital, les sages-femmes souriaient en voyant Fatou avec son enfant, pensant que la vie avait été clémente avec elle.
Mais Aïcha, elle, portait un secret aussi lourd qu'un sac de ciment mouillé. Elle ne dormait presque plus. Son visage, autrefois lumineux et confiant, était devenu pâle, tendu. Chaque fois qu'elle croisait le regard du petit Malik, un sentiment doux amer l'envahissait. Elle se demandait ce qu'il adviendrait si un jour la vérité éclatait. Elle avait enfreint les règles, volontairement. Elle avait inscrit le nom de Fatou sur l'acte de naissance, remplacé les bracelets, effacé les traces. Tout cela par instinct, par émotion. Et maintenant, chaque pas était une menace. Chaque appel du service social un coup de tonnerre dans sa poitrine. Une collègue, Mariem, une sage-femme de 50 ans au regard perçant, la remarqua un matin dans la salle de pause. « Aïcha, tu n'as pas l'air bien. Tu n'es pas malade? Juste fatiguée. Les gardes sont longues, tu sais bien. » Mariem l'observa longuement, en silence. Elle savait qu'il se passait quelque chose. Mais elle savait aussi que dans les hôpitaux, certaines vérités étaient enterrées sous le poids de la survie. Elle ne posa pas plus de questions. Pendant ce temps, Fatou retrouvait peu à peu une forme de stabilité. Aïcha l'avait aidé à trouver une chambre dans une maison de femmes à Médina. Elle venait voir Malik tous les 2 jours, prétextant un suivi médical. En vérité, elle ne pouvait s'éloigner de cet enfant. Un lien invisible s'était tissé. Elle le regardait dormir comme on contemple une décision qu'on ne peut plus défaire. Un après-midi, alors qu'Aïcha était en visite chez Fatou, un homme arriva à l'hôpital. Un vieil homme, habillé avec sobriété, tenant une enveloppe froissée dans les mains. « Je cherche mon petit-fils. Ma fille est morte ici il y a 1 semaine. Elle s'appelait Mam Diara. Elle était seule. Mais elle portait mon nom, Ndiaye. » Le cœur d'une infirmière à l'accueil se glaça. Elle prit l'enveloppe. À l'intérieur, une photo, celle de la femme décédée. Et un acte de naissance inachevé. Elle a eu un garçon. Je le sais. Où est-il? Les mots résonnèrent dans l'air comme un coup de tonnerre. L'enfant que personne ne pensait rechercher avait un grand-père, un nom, une lignée. En quelques minutes, l'hôpital fut en ébullition. On appela le service social. On chercha le dossier du nourrisson, mais tout avait été modifié. Et Aïcha, alertée par un appel discret d'une collègue, comprit. Elle avait été rattrapée. Le silence ne durerait plus longtemps. Elle se leva de sa chaise chez Fatou. Malik dormait paisiblement contre sa mère. « Je dois y aller, dit-elle à voix basse. » Dans la rue, le ciel était gris, lourd de sens. Elle marcha vite, sans penser. Le vent lui soufflait que tout allait changer. Et elle savait que le choix qu'elle avait fait par amour allait désormais exiger des réponses. Quand Aïcha arriva à l'hôpital, l'atmosphère était différente. Le calme habituel du service avait cédé la place à des regards inquiets, des chuchotements, des silences coupés nets à son passage. L'air lui semblait plus lourd, plus épais. Elle savait ce qui l'attendait. Dans le bureau administratif, elle trouva Mariem, debout près du bureau du directeur adjoint, et face à eux, le vieux Ndiaye, toujours debout, tenant l'enveloppe contre sa poitrine comme un talisman. Son regard était dur, droit, mais dans ses yeux, Aïcha décela une immense tristesse. « C'est elle !» dit Mariem en l'apercevant. « C'est l'infirmière qui était de garde la nuit de l'accouchement. » Le vieil homme s'avança lentement vers Aïcha. « Ma fille est morte ici, seule. Elle n'avait que moi. Elle m'avait promis de me confier le bébé. Où est mon petit-fils » Aïcha ne put répondre. Les mots étaient là, mais coincés. Elle sentit ses mains trembler. Chaque seconde étirait son angoisse. Le directeur adjoint brisa le silence. « Aïcha, nous avons revérifié les dossiers. Il y a des incohérences. Les bracelets, les registres. Et cette signature, ce n'est pas celle de l'infirmière de garde officielle. » Il posa le document devant elle. L'encre noire paraissait crier sa faute. Aïcha s'assit, vidée. « J'ai fait une erreur, murmura-t-elle. Mais ce n'était pas une erreur. C'était un acte, une décision. »« Explique-toi, dit Mariem, d'une voix plus douce que prévu. » Aïcha ferma les yeux. « Le bébé de Fatou était mort. Et celui de votre fille, Monsieur Ndiaye, était vivant, mais sans nom, sans famille apparente. J'ai eu peur qu'il finisse à l'orphelinat ou confié à une famille qui ne l'aimerait pas. J'ai agi. Je voulais qu'il ait une chance. » Le silence tomba dans la pièce comme une lame. « Tu as volé un enfant, Aïcha, dit le directeur. Même si ton cœur était bon, la loi ne l'est pas. » Le vieil homme s'avança lentement vers elle. « Où est-il maintenant ?» Elle hésita. Devait-elle le dire? Livrer Malik? Rompre le lien fragile que Fatou avait tissé avec cet enfant? Mais elle n'avait plus le choix.
avec sa mère adoptive, Fatou. Ndiaye baissa la tête, longtemps, puis il s'assit. Je veux voir l'enfant, mais je ne veux pas le séparer de celle qui l'a nourri, bercé, aimé comme une mère. Pas sans réfléchir. Les autres le fixèrent, surpris. Je suis vieux, je ne veux pas punir, mais je veux comprendre. Et là, dans ce bureau silencieux, une lueur d'espoir naquit. Peut-être qu'il y avait une voie entre la justice et la compassion. Un chemin entre le sang et le cœur. Aïcha sortit en silence. Elle n'était pas encore libre. Mais elle n'était plus seule. Le lendemain matin, Aïcha frappa à la porte de la petite chambre de Fatou dans la maison de femme à Médina. Elle n'avait pas dormi. À ses côtés marchait le vieil homme, El Hadji Ndiaye, droit malgré son âge, le visage dur mais apaisé par une volonté nouvelle. Connaître l'enfant, sans colère, sans vengeance. Fatou ouvrit, surprise. Malik, émailloté dans un pagne propre, dormait dans un coin de la pièce sur un matelas posé au sol. Aïcha entra doucement. Fatou, voici El Hadji Ndiaye. C'est le père de la femme décédée, celle dont le bébé a survécu. Fatou blêmit. Ses yeux allaient de l'enfant à l'homme, puis à Aïcha. Elle comprenait. En une seconde, tout son univers fragile trembla. « C'est lui, le vrai grand-père de Malik » murmura-t-elle. Le vieil homme s'approcha sans brusquerie. Il s'agenouilla devant l'enfant et le regarda longtemps. Puis il se tourna vers Fatou. « Ma fille est morte. Ce petit est tout ce qu'il me reste. Mais tu es devenue sa mère. Je le vois dans tes yeux, dans ses gestes. Il ne pleure pas quand tu le touches. Il connaît ton odeur. Il t'a choisi. » Fatou pleurait maintenant, silencieusement. Elle ne voulait pas voler un enfant, mais elle ne pouvait plus vivre sans lui. El Hadji Ndiaye prit la parole, calmement. « Je ne suis pas là pour l'arracher à toi. Je suis là pour que la vérité soit respectée. Et pour que cet enfant ne grandisse pas dans le mensonge. » Un silence fort et juste s'installa. « Nous allons l'élever ensemble. » Les mots tombèrent avec sagesse. « Tu es sa mère. Je le reconnais. Je ferai les papiers avec un avocat. Il portera le nom de ma fille, et toi tu resteras à ses côtés. Je t'aiderai. Il aura 2 histoires, 2 femmes qui l'ont aimé, et il grandira droit. » Fatou posa Malik dans ses bras, doucement. Le vieil homme le tint contre lui pour la première fois. Le bébé ouvrit les yeux, un regard tranquille, curieux. Aïcha, dans un coin, pleurait en silence. Elle sentait le poids s'en aller. Elle avait fauté, oui. Mais l'amour, la vérité et le courage de dire cette vérité avaient permis une fin que personne n'aurait osé espérer. Quelques mois plus tard, dans une petite cour baignée de soleil à Rufisque, un jeune garçon riait aux éclats dans les bras d'une femme vêtue d'un grand boubou orange. À côté, un vieil homme lui chantait des berceuses en wolof. C'était Malik. Il grandissait entre 2 mondes, celui de la douleur et de la perte, et celui du pardon et de l'amour. Il ne connaissait pas encore toute son histoire, mais il la découvrirait un jour. Et quand ce jour viendrait, il saurait que sa vie avait commencé dans le chaos, mais avait été sauvée par 3 cœurs. Une mère trop jeune, un grand-père trop seul, et une infirmière qui avait osé désobéir par amour.